luxuriance de ses orchestrations, génie du rythme, c'est l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Bonjour Lalo Schifrin. Bonjour. On est extrêmement honoré de vous avoir sur ce plateau alors que la Cinémathèque vous rend hommage, alors que vous recevez une médaille des Arts et Lettres, une de plus, de la France qui vous honore, parce que vous aimez la France. Ah oui, absolument. J'ai fait mes études ici au conservatoire il y a 60 ans. J'ai encore... Je suis très touché parce que c'est incroyable. Moi, je ne peux pas le croire que la France me fait cet hommage parce que j'adore la France et c'est pour ça que je ne peux pas le croire. La France, la culture de la France, c'est tellement... Moi, j'ai connu et j'ai étudié l'histoire de la France. J'aime la littérature française. Quand j'étais un enfant, le premier livre que j'ai aimé, c'était Les Trois Mousquetaires. Enfant. C'est ça. L'histoire, la culture, ils m'ont influencé tellement que je ne sais pas si je mérite. Je voudrais, Lalo Schifrin, qu'on écoute une musique mythique parmi tant d'autres. Oui. Quand on entend ça, Lalo Schifrin, Oui, mais... on se dit, c'est mission impossible, bien sûr. Oui, mais Debussy... Vous avez composé une musique qui a conquis le monde. Oui, mais Debussy et Ravel aussi ont écrit, je crois que plus valable que la mienne. C'est vrai? Ah oui? Mais comment vous avez créé cet air-là? Mission impossible. Vous avez dit, je voulais qu'une musique donne envie aux gens d'aller tout de suite devant leur poste de télévision. Le producteur de la série de Mission Impossible m'a demandé d'écrire pour les génériques. Il m'a demandé d'écrire une musique qui attire tout de suite. Si les gens sont dans la cuisine, en train de boire une Coca-Cola ou une chose comme ça, que dans la salle, il y a la télévision et commence à jouer le thème. Et je dis, oh, Mission Impossible, laissez tomber tout ce on va à la salle. Et c'est ça que j'ai écrit. C'est merveilleux, hein? Vous êtes né à Buenos Aires, Oui. argentin. Et moi, je suis né en 1932. Mon père, qui était le premier violon de l'orchestre philharmonique de Buenos Aires, il était pas seulement le premier violon, mais il avait son orchestre de chambre à lui. Et ça, il était le directeur. Et le pianiste, c'était Enrique Barenboim, le père de Daniel. Et il était mon premier professeur de piano. Et comme ça a commencé ma éducation musicale. Oui. Le goût pour la musique est arrivé très tôt pour vous, Lalo Schifrin. Parce que ma famille, pas seulement mon père, son frère, qui était mon oncle, Robert, mon père c'était Louis Schifrin. Son frère, Roberto Schifrin, il était le premier violoncelle de la même orchestre. Oui. C'était quoi la musique? C'était la liberté? C'était quoi? C'était la famille. Moi, je n'ai pas... De la part de ma mère, c'est-à-dire, il avait une influence maternelle aussi, parce que il avait deux frères et les deux étaient musiciens aussi. Alors je n'ai pas de conception, je n'avais pas de conception d'une vie ailleurs de la musique. Oui. C'était de la musique, c'était forcément une musique sans frontières, déjà l'idée. Il faut que vous compreniez que j'étais un enfant. J'avais 5 ans, 6 ans. À ce moment, on n'a pas la conception de savoir. Pour moi, c'était une chose. Il faut la musique parce qu'il n'y a pas autre métier. Parce qu'ils ont tous des musiciens Oui. dans ma famille. Oui, alors qu'est-ce que je vais faire? Ça sera donc le piano pour vous. Oui. Qu'est-ce qui va vous donner envie de quitter l'Argentine et d'aller finalement aux États-Unis, de rencontrer Dizzy Gillespie? D'abord, je suis venu en France, j'ai fait mes études au conservatoire. J'étais ici 4 ans et je rentrais en Argentine. C'est là que Dizzy Gillespie est venu d'une tournée internationale. Il a fait des concerts à Buenos Aires, 7 nuits dans un théâtre. Et moi, j'avais mon orchestre. Quand je suis rentré de la France, j'ai formé mon orchestre de jazz avec les meilleurs musiciens argentins de jazz. Et ils ont organisé une récital. Me demandaient si je voudrais jouer pour montrer comment c'était le jazz argentin. Et on a joué.
Et Dizzy, quand on a fini, le musicien de Dizzy et la femme de Dizzy étaient là-bas et applaudi. Mais Dizzy applaudissait pas. Et il est venu parler avec moi tout de suite. Il m'a dit, qui a écrit cette musique? J'ai dit, moi. Est-ce que tu veux venir aux États-Unis? Et pour moi, c'était incroyable. Je ne peux pas croire. Ça va être Gilles Espiana. C'est un album mythique que vous arrangez pour Dizzy. Pas arrangé, composé aussi. Composé. Et c'est la révélation. Oui, parce que les orchestres de jazz, c'était 4 trompettes, 4 trombones, 5 saxos, et la section rythmique. Et j'ai replacé les 5 saxos pour 4 corps et une tuba. Et alors, ça donnait un son très majestique, très noble. Et la composition aussi, c'était appelé Gilles Espiana, en hommage de Dizzy, parce que c'est comme Bachianas brasileiras de Villalobos. C'est un hommage à Bach. C'est-à-dire, on utilise, vous voyez, Villalobos. C'est l'hommage à la musique classique et au jazz. Oui, parce que en plus, c'était de jazz, mais le premier mouvement, c'était prélude. Et le dernier mouvement, toccata. Dans le jazz, ça n'existe pas un prélude ou un toccata. C'est une révolution. Vous allez composer votre première musique de film avec un Français. Et ça va être Les Félins. Oui. C'est un film avec Alain Delon, de René Clément. Mais pourquoi? De nouveau, c'est ma chance. J'ai eu la chance. René Clément arrivé à Hollywood parce que j'ai commencé à signer un contrat avec la Metro Goldwyn Mayer. Et René Clément, j'étais trop jeune. Dans le système de Hollywood, je ne devais pas faire un grand film avec de grandes étoiles comme Alain Delon et Jane Fonda. C'était pas possible. J'étais trop jeune pour ça. Mais pourquoi je le fais? Parce que René Clément arrivait à Hollywood avec son producteur qui était aussi français, Jacques Barr. Et il a dit qu'il avait besoin d'un compositeur qui parle français parce qu'il ne parlait pas anglais. Et vous voyez, c'est la chance de nouveau. C'est incroyable. Ma vie, j'espère qu'elle continuera comme ça. Ça continue. Tenez, je vous montre une pochette de disque parmi tant d'autres mythiques. Oui. Et là, évidemment, on voit Steve McQueen. Oui. C'est le Kid de Cincinnati. Oui. Alors là, c'est aussi le triomphe avec la voix de Ray Charles. Oui. Comment ça se passe, ça? Quel souvenir? Très bon. Ray Charles, vous savez, il était très difficile. Mais c'était intéressant. Vous voulez que je vous raconte une anecdote avec Ray Charles? Le directeur du film, le metteur en scène, Norman Jewison, il m'a dit, il a entendu tout le film, il aimait la française que j'écris pour synchroniser les images qu'il avait fait, l'esprit. Il était très, très content avec ma musique, mais il a dit, tu sais, à la fin, je voudrais avoir une chanson. Parce qu'il devrait avoir une chanson, pas seulement une musique instrumentale, mais aussi quelqu'un qui chante. Et je voudrais que Ray Charles le fasse. Il m'a dit, ah oui, bon, d'accord. Alors, on a fait une démo, vous savez, un petit disque de démonstration. On a trouvé un parolier pour écrire des paroles, parce que comme on peut chanter sans paroles, c'était pas une vocaliste, c'était vraiment, il voulait une chanson un peu plus populaire. Et alors, c'est une dame, Dorcas Cochran, qui a fait les paroles, il était accepté par tous. Et alors, on a fait les démos, un petit disque de démonstration, on l'appelle démo, pour Ray Charles. Et alors, on envoyait le disque, et il aimait beaucoup, mais il a dit qu'avant d'enregistrer, il voulait
il voulait parler personnellement avec le compositeur. Alors, j'arrive, et il ne peut pas croire que j'ai écrit cette musique, parce que ça swing, et qu'avec mon accent, c'est pas possible. Alors, il était aveugle. Et il commençait à... Mais je me rendais compte qu'il était un peu... Peut-être il ne va pas chanter ça, parce que... Alors, parce qu'il était un peu douteux. Et je dis, Ray, vous vous rappelez qu'on s'est connus, et c'était avec un club de jazz, avec Dizzy. Oui, alors il a fait. C'est ça l'histoire. C'est ça qui a tout déclenché. Il ne voulait pas croire. Je voudrais vous faire entendre encore une musique tellement mythique, parmi tant d'autres. Écoutez ça. Ah oui, Bullet. C'est extraordinaire. Merci. Là, vous aviez les images en tête ou pas du tout? Professeur de composition en Argentine, avant de venir en France, Juan Carlos Paz, c'est lui qui m'a dit il faut aller à l'ambassade française parce qu'il savait qu'il avait un baccalauréat et il faut faire toutes les démarches. Maître Messiaen et Juan Carlos Paz, mais les deux, ils m'ont dit la même chose. Il faut écrire la musique loin du piano. Il faut l'avoir dans la tête. C'est peut-être une question naturelle. On l'appelle talent, je ne sais pas. Je vois le générique, la première fois, dans ma tête, j'écoute exactement la musique que j'ai allé composer. Mais avant de la composer, c'était la première fois que j'ai vu le film, j'ai vu les images, et dans ma tête, comment est-ce que je peux... Oui, une chose, c'est écrire la musique loin du piano, mais composer la musique loin du piano, waouh! Et ça m'est arrivé. Oui. Et lorsque vous voyez ensuite le film, Bullet, oui, avec votre musique, qu'est-ce que vous ressentez? Je vous dis, j'avais dans la tête, je l'écris, et je ne ressentais rien. Il fallait que je dirigeais, j'ai appris de la direction d'orchestre en Argentine, et je crois que j'étais très clair des indications. Mais quand j'ai vu Pierre Boulez comme chef d'orchestre, wow, la clarté qu'il avait, j'ai essayé de l'imiter. Je n'avais pas le temps de penser à ce qui va arriver, ça va être populaire. Il faut jouer le deuxième alto, vous avez joué une note trompée. C'est pas un do dièse, c'est un ré. Il n'y a pas le temps de... Vous comprenez? Il n'y a pas le temps. C'est maintenant que vous êtes en train de faire des questions. Je dois concentrer à vos questions pour vous répondre clairement. Et je n'ai pas de penser que je suis là, le chiffrine, que je vais avoir des prises, des médailles. Oui. Il faut que je me concentre. Ça, c'est ma vie et je crois que il n'y a pas de secret. C'est les raisons pour lesquelles je fais tout ce que je fais. C'est merveilleux. Vous n'abandonnez jamais le jazz. Moi, oui, je voudrais vous montrer ça. Mais ça, c'est Jimmy Smith. Oui, mais et ça... Pourquoi je l'appelle des cat? Oui. Le félin. Pourquoi vous l'appelez le cat? Le félin. Je l'utilisais. Il avait besoin de... Monsieur Clément m'a demandé d'écrire une chose un peu pour Jane Fonda qui danse un peu. Et j'ai écrit ça. C'est pour ça que je l'appelle le cat, le chat, le félin. Vous voyez? C'est le chat, le félin. Écoutez-le, le cat. C'est hommage aussi à Jimmy Smith, formidable musicien, hein, incroyable musicien. Alors, évidemment, on parlait de Bullet, mais il va y avoir ces incroyables films américains, la série des Dirty Harry. Oui. Ça, c'est l'Amérique. Hein, vous êtes le musicien de l'Amérique, vous, là, le chiffrine, là, pour le coup. Hein.
pas toute l'Amérique, San Francisco, la Oui. ville, parce qu'il était l'inspecteur Callahan dans la police, San Francisco Police Department. Là, on le croit l'entendre, là. On croit le voir, hein, Clint Eastwood, là, quand on entend cette musique. Vous incarnez l'Amérique, vous, l'Argentin? Pour moi, il n'y a pas de différence. La musique, c'est un langage universel. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de différence. La musique, on peut entendre la Marseillaise, on peut entendre l'hymne argentin, tout, oui, on peut, mais aussi, il faut, par exemple, le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, ça c'est aussi universel. Et toute la musique, n'importe, la musique de Ravel, je crois que le tombeau de Couperin, c'est universel. Votre musique est universelle. Toute la musique, c'est universel. Toute la musique. Si c'est la bonne musique, oui. Oui. Quand vous composez ça, parce Oui. que nous, Manix, hein, Les mêmes producteurs de Mission Impossible. ça c'est pareil. C'est un rythme, c'est l'envie d'écouter la suite. Écoutez ça. Quel souvenir vous avez de Manix? Qu'on vous en parle encore. Oui, c'est très agréable. Je suis très satisfait parce que je n'attendais pas que. Je ne croyais pas que cette musique ça allait devenir très populaire. J'ai fait ce qu'il fallait pour le film. C'est ça le secret. Oui. Ce secret, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de secret. Il faut le faire. Oui. Mais alors, vous composez The Fox, et puis en France, il va y avoir une émission de télévision très célèbre, et puis il va y avoir aussi de la publicité qui fait ça. Oui, je sais. Hein? Badin. Oui, c'est les collants. Vous reconnaissez votre musique de The Fox quand vous entendez ça? Absolument. Ça vous a amusé que finalement votre musique serve à faire une publicité? Un compositeur, pas seulement moi, mais un compositeur, il n'a pas aucune idée de ce qu'on va faire avec sa musique. Par exemple, Beethoven, il ne savait pas qu'il allait être tellement populaire. Il a écrit la musique qu'il devait écrire. Et maintenant, tout le monde. Et il a même des publicités avec des... Et il est mort. Et des années après, ça devient une musique de publicité. C'est incroyable, mais c'est la même Parce chose. que c'est de la bonne musique. C'est quoi la bonne musique, là, le chiffre? Moi, c'est une musique, la mémoire. La mémoire, c'est très important. Pour devenir populaire, d'abord, ils aiment, le public aime cette musique, et après, se rappelle. C'est la mémoire. Il y a des années et des années, et de génération en génération. La Marseillaise, c'est un exemple. Ça, c'est Luc la main froide. Oui. Parce que je vais parler là, on voit Paul Newman. Oui. Vous pensez un peu aux comédiens, à toutes ces légendes qui ont joué dans les films dont vous avez composé la musique. Vous les avez connus, rencontrés, Steve McQueen, Paul Oui. Newman. Oui, oui, j'ai rencontré. Mais j'ai rencontré après de faire la musique. Parce que des fois, on m'a essayé de donner le scénario pour lire. Si j'accepte ou le fait, je ne peux pas dire rien dire. Pourquoi? Parce que le scénario, c'est trop lent. La musique et le cinéma, ils ont une chose en commun. Ils se passent dans le temps. Ça, on peut dire, par exemple, la longueur de combien de minutes ou des heures c'est un film, et combien de minutes de des heures c'est une symphonie, ou une rhapsodie, ou un ballet. On peut dire combien la sacre de printemps, combien ça dure.
combien de minutes, quelques heures. Et la musique, elles ont en commun qu'ils passent dans le temps et elles ont un rythme. Oui. Le compositeur doit trouver le rythme du film. Après, on fait le film, et tout fini, et c'est là que ils ont, par exemple, un cocktail pour célébrer. Et là, c'est là que je connais pour la première fois les vedettes, les acteurs, les actrices de films. Pas avant. Parce que je ne suis pas dans les tournages. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'il vous a dit, par exemple, Steve McQueen? Ah, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup ce que je fais. Mais j'aime ce qu'eux font. Parce qu'autrement, ça ne marcherait pas. C'est tout mariage. Oui. Et Paul Newman? Aussi, la même chose. Il était très, très... Il a devenu un metteur en scène lui-même. Il m'a engagé pour faire un film le premier film qu'il a fait, que sa femme était la vedette. S'il m'a engagé, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup ce que j'ai fait. C'est sûr. Et j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Clint Eastwood, quand il n'a pas dirigé l'inspecteur Harry. Mais le deuxième, c'était la série Magnum Force, je crois que c'est lui qui l'a dirigé. Et j'ai travaillé avec lui. Et c'était formidable. Oui. Les minutages, tout ça, j'ai travaillé avec lui. C'est formidable. Et avec Bruce Lee? Ah oui. Quelle rencontre, Opération Dragon. Oui. Hein? Vous Oui. composez une musique, alors on va l'entendre. Alors on est dans l'esprit kung-fu là. Hein? Écoutez ça. C'est fabuleux, hein? Bruce Lee, vous travaillez avec Bruce Lee, la légende. Oui, il aimait tellement ma musique qu'il m'a demandé après, il m'a demandé quel exercice physique vous faites. Et je lui ai dit, je joue du tennis. Ah, tennis, il m'a dit, il faut que vous faites des arts martiaux orientaux. Et oui, il me fait construire dans ma maison. J'avais un endroit pour faire des exercices. Je l'ai changé pour faire des exercices. Il m'a appris, il est venu après des arts martiaux orientaux, karaté, taekwondo, je suis devenu une ceinture là. Et après, vous devenez Bruce Lee, hein? Non, je n'ai pas, mais je le fais, oui. Ça c'est quand même un sacré souvenir. Quincy Jones, Ouais. qui a débuté avec Dizzy Gillespie comme vous, et donc là-dessus, vous êtes pianiste, il y a Lalo Bossa Nova, un morceau avec Quincy. Oui. Vous êtes tout gamin, là. D'ailleurs, il le dit sur la pochette du disque. Oui, on était des amis. Lui, il était avec Dizzy quand il est venu. Quand Dizzy est venu en Argentine et qu'après il m'a engagé, Quincy était le 4e trompette de son orchestre. Vous avez l'impression, Lalo, malgré votre gentillesse, votre bonhomie, votre modestie, d'avoir fait quand même quelque chose pour la musique du XXe siècle, d'avoir fait bouger les lignes. Mais ça, on peut vous le dire. Moi, je respecte votre opinion. Si vous pensez ça, c'est très bien avec moi. Mais je pense que je n'ai pas fini encore. Oui. Parce que chaque fois que j'arrive à un endroit, on dirait que c'est là un horizon. Je vois la fin de l'horizon. J'arrive et il y a un autre horizon. Et je n'ai pas arrivé encore. Oui. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vous avez mélangé toutes les musiques. Créé, on le disait, cette musique universelle entre le classique, le jazz, la grande musique hollywoodienne. Il n'y a pas de frontières. Oui, il n'y a pas de frontières, c'est vrai. Il n'y a pas de frontières. Parce que le monde, c'est un monde. C'est dommage qu'il y ait des frontières. Parce qu'à cause des frontières, il y a des guerres, tout genre de problèmes. Les gens ne se comprennent pas et commencent à avoir des questions de nationalisme, chauvinisme. Et c'est dommage, parce que la musique et les arts, pas seulement la musique, tous les arts, la peinture, vous croyez que Rembrandt, il était français, mais il était admiré par tout le monde. Et c'est bien, parce qu'il était mérité. C'est vrai. Ça veut dire que votre musique, c'est un message humaniste, au fond. Si on dirait, si on devait le résumer, c'est ça. Il n'y a pas d'étiquette. Pour moi, il n'y a pas d'étiquette. Tout, c'est la même
Le monde, c'est sphérique, et il n'y a pas des horizons. Oui, il y a des horizons, mais on arrive tout le temps. Et c'est dommage que les gens ne se comprennent pas. Oui. Mais votre bonheur, c'est de vous mettre au piano Ah oui, et de commencer quelque chose. Vous avez inventé, vous avez fait des symphonies, vous avez inventé des langages déroutants parfois. C'est d'inventer. oui, mais c'est pas... Maintenant, je rappelais, vous, qu'il faut écrire loin du piano. Par exemple, je vous donne un exemple. Hier soir, j'étais à l'hôtel ici. Et toujours, j'ai un papier à musique quand je vais à dormir. Dans l'oreiller, ou à côté de l'oreiller, j'ai des papiers à musique parce que il y a des idées. Hier soir, j'ai eu une idée. Je ne peux pas dire encore parce que je suis un peu superstitieux. Toujours j'étais. Comme Placido Domingo a dit, je ne suis pas superstitieux parce qu'il pourrait amener de la mauvaise chance. J'ai travaillé avec lui, vous savez. Et encore, je travaille avec lui. Vous connaissez les chants des Aztèques? Non? Ah, je crois que ça, pour le moment, pour ce moment, c'est la meilleure chose que j'ai écrite. Et c'est dans le langage des Aztèques. Il s'appelle Nahuatl. Et lui, il a écrit dans son langage, il a écrit des poèmes. Et alors, ils sont venus me demander de mettre la musique. Et j'ai fait toute une cantate, mais vraiment une heure, presque une heure. Et c'était un succès incroyable. Merci. Merci, Lalo. On pourrait continuer encore des heures. Comme je dis, vous êtes en train de toujours inventer une musique, là. C'est ça votre joie. Hein? Oui, absolument. C'est comme un bonheur d'enfant. Sans musique, je ne pourrais pas vivre. C'est vrai? Ah oui. C'est une chose... Non, ma famille, l'amour, mes enfants, ma femme, oui aussi. C'est très important. Mais à côté de ça, parallèle, c'est la musique. Merci beaucoup, Lalo Schifrin. C'était un immense honneur de vous avoir aujourd'hui pour vous rendre hommage, vous dire combien vous avez donné de bonheur et vous en donnez toujours. Merci beaucoup, Lalo Schifrin. Merci à vous.